Premier rendez-vous de la semaine du tribunal de l'actualité. Plaisir renouvelé de vous retrouver pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Merci à vous de rester fidèles aux antennes, au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité. Et c'est un rendez-vous que vous pouvez d'ailleurs suivre en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scaledouedrago, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour, président. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Effondrement d'un bâtiment à l'université de Koudougou, l'affaire avait fait grand bruit et son verdict très attendu. Dans un communiqué rendu public le vendredi 25 mars dernier, l'agence de régulation de la commande publique ARCOP a annoncé l'exclusion des 3 entreprises en charge de l'exécution de l'ouvrage. Raison invoquée, le non-respect des obligations contractuelles dans le cadre des travaux de construction et d'équipement. C'est un sujet qui a été enrôlé. Vous aurez le regard des juges sur la question. Autre sujet enrôlé, les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Mali tenu vendredi dernier. On retient entre autres que la CEDEAO maintient ses sanctions contre le Mali et lance un ultimatum à la Guinée et au Burkina Faso. Décryptage et analyse de ces 2 sujets après les avant-propos. Juge Bougma, c'est un lundi. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation de la semaine? Effectivement, c'est un lundi. Mon rituel, c'est de souhaiter une très bonne semaine à tout le monde. C'est connu, la majorité n'aime pas lundi. C'est un jour qui est lourd, il paraît, parce qu'on a pris le week-end pour les activités sociales et pour toute autre activité, à tel enseigne que lundi, d'ailleurs, dimanche soir, on se rend compte qu'on est plus fatigué qu'en semaine où parfois on est effectivement moins chargé. Et c'est à partir de mardi, mercredi d'ailleurs qu'on respire mieux parce que la fatigue du week-end est finie. Donc finalement, les gens disent qu'ils n'aiment pas lundi, mais bon, si vous vous chargez, lundi, c'est pas la faute à lundi. Lundi est à sa position. Donc, et comme il faut 1 avant 2, moi j'ai toujours dit que moi j'aime lundi, ça ne me pose pas de problème parce que bon, de toute façon, dans le programme, on sait que lundi on a des engagements. Donc, mon rituel, c'est de souhaiter un très bon lundi à tout le monde, une très bonne semaine dans cette période de la canicule sur fond de carême chrétien et de jeunes musulmans qui s'annoncent. Donc, je dis bien beaucoup de courage. Les élèves sont en congé, doivent reprendre normalement ce jeudi. Beaucoup de courage également aux élèves parce que c'est la dernière ligne droite pour ceux ou celles qui sont en classe d'examen, ceux qui sont dans les classes de passage. Mais je dis bien c'est la dernière ligne droite. Si c'est un semestre, il reste les dernières compositions. Si c'est des trimestres, c'est vrai aussi qu'il reste un trimestre aussi. Donc, quoi qu'il en soit, beaucoup de courage à tous les parents. C'est vrai que sur le plan de l'actualité politique, comme le sujet n'est pas enroulé, difficile de ne pas en parler, même si le lundi, je sacrifie rarement, j'en fais mais très rarement. C'est l'audition du président du MPP suite à la conférence de presse. Et donc, il est sorti que c'est en lien avec cette phase qu'il a lancée. Ce n'est pas toute l'armée qui a perpétré le coup d'État. Dans l'armée, il y a toujours des républicains. C'était ce qu'il avait dit lors de la conférence de presse. Effectivement, vous ne pouvez pas avoir toute une armée pour faire un coup d'État. Ça n'existe nulle part. C'est très difficile. Et même si c'est une personne, il y en a qui vont dire je ne suis pas d'accord. Maintenant, est-ce que ça fait de lui un républicain ou pas? Ça reste à savoir. Mais est-ce que c'est suffisant également pour courir dans tous les sens alors qu'on a besoin de sérénité pour diriger un pays dans ce contexte? Là aussi, c'est un autre élément d'appréciation. Maintenant, le patron du renseignement a été changé. Au niveau du dispositif militaire, les choses ont été changées. Donc, les informations également, ceux qui nous dirigent les ont. Donc, sachons raison garder, parce que même ceux qui sont tombés se sont également à un moment donné comportés comme ça, dans la frilosité un peu. C'est comme si ça frisait la peur, et puis bon. Donc, certains hommes politiques étaient sortis ouvertement pour demander à l'armée de prendre ses responsabilités. D'autres étaient inquiétés, d'autres n'ont pas été inquiétés, comme Monique Kam, qui était candidate à la présidentielle, avec laquelle apporte la majorité. Gafarou Nia avait fait également pareil, mais ça n'a pas empêché qu'après, M. Nignan assume ses anciennes positions. C'est ça aussi, donc la liberté d'expression est rétablie. J'ai dit bon, j'ai dit de quoi est-ce que ça retourne véritablement, peut-être qu'on en saura davantage. Comme il a été dit que les charges seront précisées bientôt, mais en attendant
excellente semaine et agréable journée de lundi à tout le monde. Merci, Juge Bougma. Juge, vous avez la parole pour votre avant-propos. Oui, merci, Président. Mon avant-propos va concerner la Guinée et Alpha Condé, qui, dit-on, se soigne, je pense, aux Émirats. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a des écoutes téléphoniques qui ont été mis sur la place publique, attribués à, en tout cas, Alpha Condé en termes de discussion avec certains de ses proches. Et ça donne un peu froid dans le dos ce qu'on entend dans cette conversation-là. Et selon ce qui se raconte, c'est que c'est son médecin qui, lui, docteur Kaba, qui lui devrait l'enregistrer, avoir son sentiment sur sa succession au niveau du RPG. Je pense que l'ordonnateur de la question de l'enregistrement, c'était l'ancien ministre aussi, Khalil Kaba. Je pense que tous deux sont inquiétés aujourd'hui par la justice guinéenne. Et quand on écoute, moi, c'est pas seulement les affaires du parti dont il parle, mais on voit que Condé, il pense toujours pouvoir, et la façon dont il traite le Cellou Dalein Diallo, c'est vraiment c'est pas du tout en des termes élogieux, et sa perception même du pouvoir fait quand même peur. Et il dit clairement dans l'audio, c'est le moment en tout cas de se mettre en ordre de bataille, parlant du RPG, parce qu'il y a l'inflation qui est en train de gagner un peu tous les pays, et que ça sera difficile pour la plupart des présidents de tenir, y compris celui qui est à la tête de la Guinée aujourd'hui, et que c'est le moment en tout cas de faire front commun et de faire vaciller. Et il ne faudrait pas laisser le terrain à Cellou Dalein Diallo, que ce monsieur-là, avec des thèmes peu élogieux, il en parle et tout. Et il parle de la question de l'ethnie. Tant et de telle ethnie, il peut être avec nous, tel autre avec lui. Si on fait ceci, ça peut être bon. Lui, c'est de telle ethnie, laissez-le. En fait, ça donne foi dans le dos à un président d'un pays, celui qui a été président de la Guinée, qui parle comme ça, même s'il a perdu le pouvoir, qu'il a envie de revenir, ou bien qu'il veut que son parti revienne aux affaires. Ça fait vraiment froid dans le dos de voir comment est-ce qu'ils perçoivent un certain nombre d'éléments. Et quand on écoute cet audio-là, en tout cas, c'est pas réluisant pour le personnage qu'il est. Et puis ça dénote que c'est nous qui nous plaignons du mandat de trop. Et s'il le pouvait, même après celui-là, il allait encore en faire, parce qu'il ne comptait pas quitter là, ici et maintenant. Donc il y a la justice guinéenne en tout cas qui est en train de pencher là-dessus, puisqu'il a été enregistré sans son consentement. Déjà ça, on sait que du point de vue de la loi, ce n'est pas normal et c'est répréhensible. On attend quels seront les chefs d'accusation additifs qui seront mis, mais ça met déjà à nu un monsieur qui déjà dans le sentiment et dans le capital sympathie des gens aussi est vraiment dans le creux de la vague. Et c'est dommage vraiment pour nos chefs d'État, c'est dommage qu'on ait des fois des chefs d'État qui aient été pareils, qui pensent pareil. C'est pas des hommes d'État, et ce qu'on entend, c'est pas réluisant pour un monsieur comme Condé. Merci, messieurs les juges. Nous allons également faire un clin d'œil à Yasmine Konaté à la réalisation cette semaine de toutes les équipes, aussi bien à la télé qu'à radio, qui nous permettent d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Je le disais en début d'émission, SATA Afrique SARL, Suzy Construction et BIM Samar excluent de la commande publique pour 5 ans. C'est le verdict de la COP sur l'affaire effondrement d'un bâtiment à l'université de Koudougou. On se rappelle, le 31 août 2021, la dalle d'un bâtiment en construction à l'université Norbert Zongo de Koudougou s'est effondrée. Bilan, 4 personnes tuées, dont 3 étudiants et un ouvrier. Juge Bougma, on a enfin un verdict qui est tombé, un verdict qui était d'ailleurs attendu, je l'ai rappelé. Très attendu, parce que quand même le bilan humain il a été lourd. Je ne parle pas du bilan matériel ni financier. Et c'est tout un stress qui est foutu à un campus. C'est tout un stress qui a été donné de voir à toute une région et puis à un pays. Un stress et une inquiétude, parce que si des bâtiments qui doivent abriter des étudiants tremblent et sont dans ces conditions, ce n'est pas aussi évident. La même entreprise, l'une des entreprises a été épinglée à Gawa. C'est un dossier également qui suit son cours. Les élus de la localité ont défilé sur le chantier également de l'université de Gawa. Le bâtiment n'est pas bon. Le contrôleur a été obligé effectivement ils l'ont obligé à se retirer parce que ça n'allait pas. Il a dénoncé, les députés de la localité savent de quoi je parle. Ils sont même allés visiter le chantier.
des autorités du ministère au niveau des enseignements supérieurs en son temps, et certaines autorités qui sont toujours en poste savent de quoi il s'agit. Ils ont visité le chantier. Jusqu'à présent, ils n'ont rien fait. Mais là-bas, c'était dangereux. Le contrôleur a quitté les lieux parce qu'il n'était pas d'accord par rapport au dosage. Donc, à la réunion de forces vives sur ce chantier également, il avait eu le courage d'en parler. Il en avait parlé d'ailleurs dans un des médias de la place. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Tout le monde a continué de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce que le drame du Koudougou effectivement arrive. Et le même monsieur d'ailleurs, dans l'interview qu'il avait accordée, avait dit que ce n'est pas fini. Qu'il y a d'autres universités effectivement qui sont dans une telle situation. Donc ce que moi je vais demander, c'est qu'au-delà du verdict de Koudougou, c'est de faire un bilan de ces bâtiments-là et voir ce qu'il y a lieu de faire. Sanctionner les entreprises, mais comme on appelle ça, rénover, s'il le faut, ces bâtiments-là pour que le risque soit amoindri, parce que ça va être occupé par une communauté universitaire. Il y en a qui sont à usage des bureaux, mais il y en a c'est pour des cours. Donc ça, il ne faut pas vous amuser. Ce n'est pas des choses avec lesquelles on s'amuse. Donc ici, le verdict, effectivement, il est tombé, mais c'est un verdict qui était très attendu. Alors, Bernard l'a rappelé, ce qui s'est passé à Koudougou est un fait divers, certes, mais n'est pas un fait nouveau. Il y a eu des cas similaires. Est-ce que le verdict, justement, est assez dissuasif plutôt? Oui, déjà c'est bon à prendre ça, il faut le dire très, très nettement, parce que ça ne peut pas se passer comme ça et ça continue de rouler comme si de rien n'était. C'est quand même assez grave. Je pense que c'est trois jeunes qui avaient trouvé la mort sous ces dalles-là. Je me rappelle que, je pense fin 2021, là, c'était novembre ou décembre, il y avait les familles qui avaient fait une marche aussi pour mettre la pression, pour que très rapidement aussi ceux qui se seraient rendus coupables du fait d'avoir été plus responsables puissent payer pour ce qui a été, ce qui est arrivé. Et pour moi, ça, ce n'est que le minimum. Maintenant, quand vous regardez dans la chaîne pour en arriver à tout cela, il y a quand même il y a plusieurs niveaux. Il y a celle qui exécute le marché, et puis il y a les structures de contrôle. Et quand vous regardez, je pense qu'on retrouve dans la chaîne en tout cas ces éléments-là. Et donc c'est très important. On ne peut pas faire copain-copain dans ce qui va abriter des vies humaines, alors qu'on sait les enjeux qu'il y a. À un moment donné à Ouagadougou, on entendait beaucoup parler de bâtiments, même privés, qui s'effondraient. Et quand vous regardez, ce qui était mis en cause, c'est la question des matériaux qui sont utilisés. On veut faire quelquefois de l'économie, ou bien quand on nous dit « Ah ça, il faut le régler », ils trouvent des arrangements pour continuer les travaux. Et ça, c'est très dangereux, puisque ce sont des personnes qui vont y vivre. Maintenant, quand on prend le cas parce que là, c'était dans une université, on a remarqué aussi que dans le secteur de l'enseignement, les infrastructures pour ce qui est de l'encadrement, on se rend compte que il y a beaucoup d'écoles qui tombent. Je pense qu'on ne va pas rappeler le point qui avait été fait sous le ministre Ouaro, où on se rendait compte que ce sont les écoles qui ont été construites il y a en gros 10 ans qui tombent, alors que celles qui datent d'il y a 30, 40, 50 ans continuent de demeurer sur pied. Donc ça veut dire qu'au fil du temps, alors qu'avec les matériaux, on commence à avoir de plus de densité en termes de qualité et tout, parce que c'est le secteur de l'innovation, quoi qu'on dise, donc on devrait avoir plus de résistance. Mais à contrario, quand il s'agit de l'exécution de nos marchés, on se retrouve dans du plus fragile. Ça veut dire qu'il y a un problème. Les gens n'utilisent pas ce qu'il faut, les gens n'utilisent pas les meilleurs matériaux. Et ça, parce qu'on veut faire de l'économie d'échelle, en utilisant les fers qui ne vont pas avec, on les prend avec des diamètres moins importants, alors que pour qu'on ait une bâtisse qui tienne, il y a des normes qui sont très claires pour ce qui est du soubassement et tout. Et ça, vous ne pouvez pas tricher avec. Et la nature va vous rattraper. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et quand on se retrouve dans des situations où l'entreprise elle-même s'est rendue coupable d'avoir voulu jouer sur ces économies d'échelle et que les structures chargées du contrôle viennent et de connivence
on continue on continue de faire les travaux, il faudrait que lorsqu'il y a des problèmes, ces personnes-là aient à payer. Maintenant, parce qu'il y a eu mort d'homme, ça ne va pas être seulement que de retirer le marché. Il peut y avoir la question de l'homicide involontaire. Ils n'ont pas voulu que les gens meurent, mais leur attitude et comment dire cela, leur choix délibéré ont conduit à ce qu'on a eu. Ils ont une responsabilité. Maintenant, ça, c'est la COP, c'est au niveau de la question des passations de marché. Donc, elle, à son niveau, elle essaie de voir ce qui peut être possible. Et ça n'est que, ce n'est que prudence de les enlever, de leur enlever la possibilité de pouvoir candidater au marché que nous avons. Parce qu'avec de pareils passifs, on ne peut pas accepter que vous soyez encore sur des chantiers. Qu'est-ce qu'on veut envoyer comme message? Et ça devient très dangereux. Et je pense que les 5 ans, c'est bon. On attend de voir et on espère qu'ils auront compris. Je pense que quand je vais refaire encore mes recherches, je pense que dans les entreprises qui sont citées, il y en a une dont on connaît déjà le nom dans pareil cas. Donc du coup, ça veut dire que ça doit être un peu interpellateur pour chacun de nous. Et ceux qui sont en train de regarder la chose se faire doivent se dire attention, ça ne passera plus comme ça comme lettre à la poste. Si on s'amuse, on va perdre notre gagne-pain. Et ça, pour moi, c'est très important. Alors, dans le communiqué de la COP, on précise que le rapport d'enquête va être transmis au parquet de Koudougou. Donc, en plus des sanctions qu'on a eues, il y aura certainement d'autres verdicts sur le plan pénal. Oui, j'ai dit, là, c'est toute la chaîne, puisque c'est toute la chaîne, ce n'est pas seulement les sanctions liées à ce que l'entreprise a fait, commande publique, retrait. Non, ce n'est pas ça, c'est toute la chaîne pour que ceux qui doivent effectivement répondre de ces faits-là répondent. Si au niveau du ministère, il y a eu comment on appelle ça, des complicités aussi, c'est ça. Parce que normalement, le contrôleur des travaux de l'État, ce sont les agents du ministère de l'urbanisme. Ces ingénieurs qualifiés pour ça, mais qui sont royalement ignorés dans l'exécution des marchés. On prend des cabinets et choses, comme on appelle ça, externes. Surtout, au niveau du contrôle, il y a un problème. Ce n'est pas qu'on ne peut pas prendre un cabinet extérieur, non. Ce n'est pas ça. Mais il y a que le contrôleur là, interne, il faut quand même s'assurer que cela soit fait. Et l'ancien Premier ministre, Christophe Dabiré, avait écrit pour rappeler cette disposition obligatoire au département ministériel dans l'exécution de ces marchés-là, la construction, pour que ces contrôleurs attitrés-là puissent effectivement être sur le terrain. C'est ignoré, royalement ignoré. Donc, quand les effondrements des établissements au niveau du MENA-PLN ont commencé, c'est en ce moment qu'on a pu voir la faiblesse effectivement du contrôle. Et la faiblesse aussi de la décentralisation, pardon, je voulais dire déconcentré, comment on appelle ça, la décentralisation, où le pouvoir maintenant entre les mains du maire, qui doit faire construire une école, qui lance l'appel d'offres et qui trouve l'entreprise. Et c'est dans ça que le problème commence par rapport au contrôle. Il va trouver quelqu'un qui n'est même pas qualifié, qui ne va même pas venir sur le chantier un seul jour, et qui va aller signer au détour d'un débit de boisson les papiers, et puis pendant ce qu'il doit prendre, et puis remettre la commission que l'autre doit recevoir, et puis chacun se retire. Dans le Burkina, il y a une école qui était une classe, une salle, un bâtiment de 3 classes comme ça, mais qui n'est pas occupé. Le maire a dit qu'il ne réceptionne pas. Mais ce qui a étonné le maire, c'est les coups de fil qui venaient de Ouagadougou. Oui, allô, par rapport au bâtiment, oui, est-ce que je peux? Non, il faut, c'était pour dire que pour le bâtiment de réceptionner. Il dit, je ne peux pas. Je suis natif de la localité. L'école est installée dans mon village. Moi, je vais recevoir ces enfants-là. Et si demain l'école s'effondre, les parents vont venir me voir, je dis quoi? Qui sont également mes parents, puisque vous êtes natif de la localité. Il dit, ne peut pas. Mais il a fallu un courage légendaire pour refuser. L'avantage, lui, il est dans le BTP. Et il connaît la qualité des bâtiments. Donc, on est dans ce problème. Donc, il y a... Maintenant, ici, j'ai dit, il faut sanctionner sur toute la chaîne. Et même s'il y a des complices au niveau du ministère, il faut sanctionner jusqu'à là. Mais s'il faut s'arrêter seulement aux entreprises, on fait non, non, non. Il faut aller jusqu'au bout de cette situation. Parce que ça doit s'arrêter.
D'accord. Une chose est de prendre des sanctions, mais pour que ces sanctions soient efficaces et dissuasives, il faut aussi renforcer les textes. C'est la conviction de beaucoup de Burkinabés. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des entreprises qui sont blacklistées, mais qui se retrouvent par le jeu de la sous-traitance à exécuter d'autres marchés sous la bannière d'autres entreprises. Est-ce que là aussi ne se trouve pas une faiblesse des textes au Burkina Faso? Oui, mais quand vous voyez, il y a l'entreprise qui est citée et je pense la personne qui en est le symbole. Donc, mais vous savez, en la matière, je ne sais pas si on va sortir une liste exhaustive de tous ceux qui font partie de l'entreprise et dire qu'elles ne peuvent pas pendant les 5 ans, je sais pas, exercer ou quoi que ce soit. Et c'est un peu là la complexité aussi des choses. Maintenant, ce qu'il faut éviter, parce que nous savons comment les choses fonctionnent aussi sous nos cieux, c'est que vous retrouvez la même entité avec un autre nom à continuer d'exercer, ou bien la même entité sous coupole à continuer d'exister, à continuer de travailler. C'est ça qui est un peu dangereux. Mais dans ce cas de figure aussi, lorsque la preuve est faite, vous allez partir des sanctions beaucoup plus lourdes. Mais, qu'à cela détienne, je pense aussi que c'est la question de conscience. C'est là où on peut... c'est vrai qu'on ne va pas dire que on va aller sur le terrain de celui de conviction ou qui pour moi n'est pas loin de celui religieux où on va compter sur la bonne foi des gens et tout, mais il y a quand même une conscience qu'on devrait partager. Quelquefois les gens le font sans se dire mais écoutez, le petit œuvre qu'on est en train de faire aujourd'hui, voilà l'enjeu qu'il y a derrière. Vous vous rappelez le cas d'Andé? C'était mai 2021, si ma mémoire est bonne, le 24 mai, école de 3 classes, ça s'effondre, les enfants étaient là, je pense 1 mort, 24 blessés. Le lendemain, c'était à Koudougou, l'école, 3 classes aussi qui s'effondrent. Mais ça, Dieu merci, il n'y avait pas d'élèves. Mais quand vous voyez le cas de Koudougou par exemple, c'est l'APE qui a décidé avec les cotisations de construire. C'est pas parce que vous avez l'argent que vous pouvez contacter des maçons et puis ils vont taper des briques, pop, et puis c'est parti. Quelquefois on se dit bon, on fait bien, mais on oublie que derrière il faut savoir bien faire les choses. Chaque secteur est, il est encadré. Quand on n'a pas la pleine mesure de ces choses-là, on peut entrer dans des petits éléments et puis après se retrouver dans la volonté de bien faire là, se retrouver avec des drames et ça devient beaucoup plus compliqué après. Quand on veut construire, il y a des normes et les entreprises qui ont ça à charge doivent être contrôlées et bien contrôlées. Si chacun doit faire son rôle, chacun doit jouer son rôle et celui qui a failli doit répondre. Maintenant, il faut qu'on veille à ce que celui qui est sous le coup de sanctions, qu'on ne le retrouve pas ailleurs, sous cap, en train de continuer d'exercer. Parce qu'il ne vient pas incognito. Celui qui lui fait appel, qui lui donne le marché, ils sont du secteur, ils se connaissent très bien. Ils savent très bien que celui-là, c'est un mouton noir. Et que concernant tel marché, c'est lui qui l'avait eu. Et du fait de ses impairs là-bas, il ne peut plus soumissionner. Et vous prenez le marché, après vous faites sous-traiter ça par lui. Mais c'est que vous êtes aussi meurtrier que lui. Vous êtes aussi responsable que lui. Vous êtes aussi irresponsable que lui. Mais dans ce cas de figure-là, quand vous êtes chopé, il faudrait que toute la rigueur de la loi s'applique à vous. Mais vous voyez, le problème aussi c'est que dans le milieu des affaires, on a ceux-là qui sont de notre acabit aujourd'hui, qui pensent que la marge bénéficiaire là, il faut l'élargir à souhait, même si c'est au détriment de vie, c'est au détriment d'éléments purs et durs sur lesquels on ne devrait pas entre nous se permettre certaines choses. Quand on va parler du cas au bouffe et autres, comment on peut se retrouver dans des situations où vous vendez à vos concitoyens ce qui pourrait être dangereux, vous le savez, pour leur santé. Ça, il faut aller basique. Et on est dans notre tissu économique. Il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. On est en train de parler de la question du bâtiment, mais c'est comme ça. Et c'est à diverses échelles, dans divers secteurs. La bonne dame, la quarantaine, qu'on avait attrapée il n'y a pas si longtemps, avec d'autres jeunes qui, elle, avait un agrément pour fabriquer du savon, qui se retrouve à fabriquer de l'huile avec je ne sais quoi récupérer ici et là, transformer, bouillir, et puis avec des réactions chimiques pas possibles, trouver de l'huile
Après, on va dire peut-être même comment dire cela, quelque chose d'onctueux, gluant et machin qui ressemble à de l'huile, mais qu'est-ce qui vous dit même que c'est de l'huile? On le remet en bidon et on a tout un circuit de vente, de livraison et d'achalandage dans tout le pays. Mais comment est-ce que ça peut être possible? Celui qui le vend ne se pose même pas la question de savoir est-ce que lui-même demain ne pourrait pas retrouver ça dans son assiette. Parce que on a un tissu où il y a beaucoup de véreux qui veulent se faire de l'argent coûte que coûte. Quel que soit ce que cela coûtera aux autres, quel que soit ce que cela pourrait lui coûter lui-même. Si d'aventure on l'attrape, on est dans cette réalité-là. L'enrichissement à tout va et sans rien respecter. Tant qu'on est dans cette façon de voir les choses, dans tous les domaines d'activité, on aura la même réalité. Même aller dans le domaine de la santé, aujourd'hui, comment aussi ça fonctionne? C'est un peu la même chose. Celui que vous retrouvez qui n'a pas le temps pour vous, dans une officine peut-être publique ou quoi, quand vous le retrouvez dans ses heures perdues ou dans un privé, c'est pas la même personne. Vous ne faites pas attention dans une officine publique, dans certains centres de santé, vous, malade, on vous vole vos médicaments. Et qui l'a volé? C'est celui qui a à charge vos soins. C'est-à-dire celui qui est venu vous soigner là, c'est lui qui est votre voleur. Vous voulez qu'on aille où dans cette façon de fonctionner là? Donc tant que ces mentalités-là, cette façon d'être, on ne l'a pas enlevé. Tant qu'on n'a pas combattu cela, on aura dans chacun des compartiments de notre vie des personnes véreuses et qui, dans leur attitude et dans leur façon de concevoir s'enrichir, vont nous mettre dans des difficultés. Le monsieur, il s'est dit que sur le diamètre de fer qu'il va avoir, quand il regarde l'achat à la tonne, il se fait 100, 150, pour 150 000, 200 000, il est prêt à faire sa fondation, il est prêt à élever ses briques avec tout le caractère dangereux des choses, sachant qu'il y a des gens qui vont venir ici asseoir. Mais pour peu que lui se fasse ces sous-là, le reste n'est pas important pour lui. Mais c'est parce qu'on est souvent des auditeurs oubliés de notre propre histoire, de sorte à ce que, où le bâtiment tombe ici aujourd'hui, celui à qui le marché a été attribué, demain vous le retrouvez ailleurs sans qu'il ait été inquiété. Si on retrouve votre nom une fois, deux fois, trois fois dans ces mêmes réalités-là, il faut vous retirer l'agrément à la fin. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et puis, on n'est pas aussi souvent dans... comment dire cela? On n'est pas souvent dans la promotion du qualitatif. Ailleurs, vous verrez que dans les différents ordres, dans les différents secteurs, il y a, comme on l'entend souvent dans certains secteurs, il est ISO temps, il est norme temps. Ça veut dire qu'il y a des normes qualité. Il y a des éléments qui permettent d'apprécier le degré de qualité d'offre de service de certaines entreprises. Ici, nous, c'est un peu un fourre-tout. Vous vous débrouillez, quelquefois on fait les amalgames, vous qui faites très bien, on vous mélange avec ceux qui sont des véreux, qui n'ont pas de rigueur dans le boulot, et quelquefois même c'est à eux là que le marché échoue et que vous échouez. Parce que souvent ces questions de label qualité là, on ne les a pas. Donc dans des secteurs bien précis, vous ne savez pas qui est bien meilleur, il faut être dedans, sinon vous faites gruger d'abord avant de vous retrouver à avoir l'offre de services de qualité. Parce que c'est comme ça aussi qu'on fonctionne, on n'est vraiment pas organisé. Sinon, dans ce type de secteur, on devrait avoir un genre de stratification des offreurs de services pour savoir que quand on parle de telle entreprise, ça c'est du top. Mais le problème, c'est celui que vous retrouvez aujourd'hui à faire quelque chose de bien, vous allez le retrouver outre part à avoir été peu sérieux dans le travail qui a été offert. Quelquefois, c'est ça aussi. Donc, je pense qu'il y a une éducation propre, il y a une introspection qu'on devrait se faire dans ce qu'on pense être le moyen de se faire de l'argent. Il y a un minimum de rigueur à avoir vis-à-vis de soi-même, et puis il y a une certaine honnêteté à transpirer, même dans le secteur le secteur de ce libéralisme économique, là où on s'est dit que bon, on peut se faire de l'argent dans l'entrepreneuriat et tout, mais il y a quand même de la rigueur à avoir, il y a une responsabilité dans ce qu'on fait. D'accord. Alors juge Bouma, votre regard justement sur la question de la faiblesse des textes qui permet à certains indélicats de passer entre les mailles du filet. Je ne pense pas que nos textes soient faibles. Tous ceux qui sont dans le domaine s'accordent à dire qu'on a des très bons textes qui inspirent d'ailleurs d'autres pays. Ici, je pense que c'est un laisser-faire, l'impunité, le manque de rigueur dans le suivi du contrôle
et puis comment on appelle ça, les prébendes. Donc il y en a qui attendent des enveloppes, de la corruption passive ou active, comment on appelle ça, les complicités à l'intérieur. Je pense que c'est beaucoup plus ça nos problèmes. Je ne pense pas que ce soit vraiment la faiblesse des textes. Les textes sont très bien encadrés. Même les gré à gré sont plus ou moins encadrés. Dans le système PPP qu'on avait lancé, les uns et les autres avaient dit, ici, s'il faut avoir peur de ce que cela peut envoyer, il faut également renforcer le dispositif de contrôle. Pour que quand un bâtiment est construit, que le délai puisse être, le contrôle puisse être très bien fait. J'ai pris l'exemple de l'université de Gawa. Mais les délais étaient passés à plus de 9 mois et le chantier était à 21% d'exécution. Il y a des textes là-dedans. Pas appliqués. Sur la construction de certaines routes de bitumage, les délais étaient largement dépassés. L'entrepreneur est en train de souffrir sur le comment on appelle ça, sur le tronçon. Parce qu'au moment où on doit sanctionner, compte tenu du fait qu'il y en a qui ont subi une corruption passive ou active, donc, ou qui ont un intérêt, ou je ne sais pas moi, au moment de sanctionner, vous ne sanctionnez pas. Après, aucune autre entreprise, même si vous résiliez le contrat, ne veut vouloir venir parce que non seulement elle va s'enliser et ça va être un travail inutile, elle va pas engranger. Donc, personne ne va vouloir venir sur ce chantier-là. Conséquence, monsieur ou madame s'enlise sur le chantier avec ce qu'on a. Donc, je pense que c'est, comment on appelle ça, les textes sont clairs, les sanctions à prononcer sont là. Ce n'est pas fait. Il y a même un délai de 10 ans. Vous construisez une école, vous construisez une infirmerie. C'est-à-dire que le bâtiment public, là, il y a un contrat décennal au terme de 10. Si le bâtiment n'a pas atteint les 10 ans, il y a une responsabilité à situer. Est-ce que ça s'est respecté? La moyenne d'âge des bâtiments qui sont tombés ces derniers temps-là, ce sont c'est beaucoup la moyenne d'âge, c'est moins de 10 ans. Il y a au moins 2 opérateurs économiques qui sont dans le bâtiment, de grosses pointures que je connais, que je ne vais pas citer pour des raisons de pub, mais qui disent nous avons formellement pris sur nous la responsabilité de refuser certains bâtiments, écoles, dispensaires, on n'en veut plus. Parce que la rigueur avec laquelle nous allons travailler, certains cadres du ministère ne sont plus d'accord. Et nous n'allons pas aller avec un tel montant dire qu'on construira un bâtiment, ça ne va pas répondre. Et pour ne pas associer l'image de notre entreprise à un travail de piètre qualité, on a renoncé tout simplement. Ils font autre chose, mais ils ne font plus ça. Parce que s'ils prennent, c'est ça ou ce n'est pas ça. L'autre raison, c'est les plans types. En émission spéciale ici, certains spécialistes l'ont dit, les plans types. Les écoles ont des plans types. Vous voulez construire un lycée, une école primaire, il y a des plans types. Donc, vous prenez effectivement les établissements au Burkina. Du nord au sud, vous avez les mêmes plans. Avec quelques variantes légèrement, sinon c'est les mêmes plans. Alors qu'on n'a pas les mêmes réalités topographiques. Merci là. Les types de sols ne sont pas respectés. Il y a des localités où il y a plus de vent ou plus de pluie. Et on veut que vous construisez selon les mêmes plans types. Donc quand vous arrivez, entrepreneur consciencieux, vous tâtez le terrain et vous dites, compte tenu de l'emplacement de l'école et du terrain, je propose que... On dit non, c'est des plans types. Les textes ont dit, c'est ça, il faut faire ça. Donc il y a une réalité terrain, mais vous ne pouvez pas. Donc vous avez le choix entre construire avec le plan type dans les limites dont je viens de parler, ou engager vos propres frais pour votre propre image pour que ça réponde plus ou moins aux normes. Et donc plusieurs entreprises également ont dénoncé ces plans types là qui ne facilitent pas un certain nombre de choses. Et l'autre aspect, c'est le manque de contrôle des matériaux, des matériaux de construction. Ils sont nombreux qui vous disent les fers qui sont vendus ne respectent pas les normes, ou la qualité du fer n'est pas bien, la qualité de ceci n'est pas bien, la qualité de cela n'est pas bien. Donc et c'est ce qu'on a. Ou bien c'est l'entrepreneur qui triche, qui doit utiliser un fer
du temps et qui préfère utiliser un fer de temps. Au lieu de prendre du 6, il va prendre du 8, il va prendre du 6. En fait, il va jouer sur ces indices-là parce qu'il veut gagner beaucoup. Ah, puisqu'on a dit que c'est l'argent maintenant qui rend l'homme digne, c'est quand vous avez suffisamment d'argent que vous êtes digne. Donc, on a inversé les valeurs. Conséquent, ça se dessert sur ça se dessert. Il y a plusieurs autres entreprises qui devaient. C'est vrai que il y a plusieurs entreprises qui sont sanctionnées, retirées de commandes publiques. Parfois, ce n'est pas annoncé. Pour la plupart, ce n'est pas annoncé. Au niveau du site de l'ARCOP, on peut trouver. Mais la réalité aussi, c'est que les malversations, les intérêts, parfois les affinités sociales, politiques, des réseaux, font qu'on dit attention, c'est le petit de tel gourou, voilà, nous sommes dans le même réseau, bon voilà, c'est vrai, c'est pas le petit du parti, mais bon, c'est le bon petit de tel gourou qui est dans telle structure de la place, qui est dans tel domaine, bon, souvent même par moment il vient en aide au parti, bon, faut comprendre. Ah oui. Bon, puisqu'on commence à tricher, à ruser avec les textes, donc la conséquence elle est là implacable. Donc c'est plusieurs explications, mais je ne pense pas qu'on ait un problème de texte véritablement. Ça peut être amélioré, mais je ne pense pas que ce soit ça vraiment. Les acteurs en émission spéciale ont été unanimes que les textes qu'on a, si on veut être rigoureux dans l'application, ça va. Puisque s'ils ne respectent pas les premiers délais, c'est pas respecter, les tirs de sommation sont envoyés rapidement au résident, on passe à une autre personne. Mais vous laissez la personne s'enliser. Donc aucune autre entreprise ne va venir également, sans compter ceux qui prennent le marché, qui savent qu'en fonction du volume du marché, il y a un acompte à prendre. Mais s'il ne peut pas, on résilie. Et puis bon, il y en a aussi qui ont trouvé le moyen de s'enrichir par ça, par cette façon de tricher. Donc, pour les normes, quand je vais, j'en souris. L'ONEA est certifié ISO, non? Mais sa prestation de nos jours, elle est temps d'écrire. Donc, pour aller prendre la certification, les gens aussi, il y en a qui font l'effort de se faire certifier. Mais à la qualité du service, quand vous débarquez là-bas, mon ami, c'est pas gai. Des structures privées, même de santé, certaines se sont fait certifier, mais quand vous arrivez là, de l'accueil à la prestation, souvent c'est pas ça. Donc, il y en a qui partent respecter les normes, il y en a qui ne partent même pas se certifier, mais le service est de très bonne qualité. Il y en a qui refusent la certification, mais ils te livrent un travail de qualité. Mais d'autres sont certifiés, mais bon, vraiment. Donc, la réalité aussi, je pense que c'est la qualité des hommes, la qualité de la gouvernance. Ce n'est ni plus ni moins que ça. D'accord. Alors on l'a dit, le dossier sera transmis au parquet de Koudougou pour suite à donner. Nous allons suivre de très près, en tout cas cette actualité. Pourquoi pas donner d'autres clés de lecture concernant justement ce dossier-là. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. Je l'ai dit, les chefs d'État de la CEDEAO étaient réunis à Accra vendredi dernier et ont à nouveau examiné la situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Pour le cas du Mali, alors les sanctions sont maintenues, mais le dialogue continue, alors qu'on avait vu en tout cas cette invitation du président de la transition qui laissait penser à une décrispation. Je vais avoir votre engagement par rapport à cette décision de la CEDEAO de maintenir les sanctions contre le Mali. Bon, c'est des choses aussi qu'on voyait un peu venir, hein. Le maintien des sanctions, mais il y avait un petit espoir qu'il y ait une CEDEAO qui soit quand même sensible aux efforts maliens. Moi j'ai dit, ils étaient partis sur 4 ans lorsqu'il y avait la dernière rencontre à Accra, pas celle-là, l'avant-dernière rencontre à Accra, qui avait été jugée d'inacceptable et de ridicule d'ailleurs par certains chefs d'État, parce que ça avait heurté. Et ça, tous avons dit à un moment donné, quand même le Mali est en train de pousser un peu le pion un peu trop loin. Maintenant, ils sont revenus à 2 ans. Quand Goodluck Jonathan était dernièrement donc à Bamako, la proposition lui a été faite. Il est retourné sans qu'il y ait un juste milieu entre la CEDEAO qui intimait 1 an 6 mois et la partie malienne qui voulait forcément ces 2 ans. Étant entendu qu'ils ont déjà fait, je pense, 1 an 6 mois non, de transition. On est en train d'allègement parti vers donc les 2 ans. Donc, mais moi je me disais que les 6 mois ça peut se discuter. C'est pas un écart si fort. Et sachant aussi que le Mali a ses réalités et son contexte, surtout celle sécuritaire.
certains pourront dire oui, on ne peut pas tout régler avant de passer à un ordre normal et tout, mais il y a une transition aussi qui est prise au coup, quoi qu'on dise, qui est prise au coup par cette menace sécuritaire-là et qui doit inverser la tendance au moins pour qu'on puisse être dans des conditions acceptables pour organiser des élections. Quand la France partait, c'était 80% du territoire malien qui n'était plus maîtrisé par la partie qu'on pourrait appeler État malien. Donc ça aussi, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Je me disais, sur les 6 mois, il y a un juste milieu qui pouvait être trouvé, et sachant aussi que les sanctions sont très fortes et lourdes pour le Mali, pas que, mais pour certains autres pays aussi de la même CEDEAO qui commercent et qui sont des couloirs pour ce Mali-là. Mais j'ai eu l'impression aussi que le refus de Assimi Goïta de venir avec l'option d'une visioconférence possible a peut-être quelque peu froissé ces chefs d'État-là. Sinon, je ne comprends pas trop le maintien de la sanction. On sera bientôt dans le mois de jeûne musulman. On sait ce que ça vaut en termes de consommation et tout. Et quand on maintient toujours ces sanctions-là, c'est très difficile pour ces populations. Ce n'est pas, diraient certains, les populations qui sont visées, mais c'est elles qui en paient vraiment le lourd tribut. Et donc, quand vous regardez, ça devient très difficile. On asphyxie les Maliens pour qu'ils vomissent les militaires qui sont au pouvoir. Je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure façon de faire les choses, sachant que les militaires ont revu aussi leur copie pour passer de 4 ans à 2 ans. Il faudrait aussi qu'il y ait une CEDEAO qui ne soit pas comme un peu dans sa bulle. Il faudrait qu'il y ait ce type de dialogue-là. Maintenant, bon, c'est un peu dommage pour ce qui est en train de se passer pour le Mali. Mais comme ils disent que c'est encore ouvert et que les discussions peuvent se poursuivre, on espère qu'il y aura un juste milieu qui sera trouvé. C'est vrai que Goïta n'y est pas allé. Il a dépêché quand même Abdoulaye Diop, son ministre des Affaires étrangères. Il a dépêché aussi, je pense, le ministre des réformes d'État, celui de l'administration territoriale. Donc, il avait vraiment envie de défendre son dossier pour que les sanctions là soient levées. Maintenant, il n'y a pas été, il a vu la visio, je pense que la visioconférence n'a pas été une option acceptée. C'est à croire que bon, tu ne veux pas venir, on décidera sans toi et bon, la décision elle est tombée. D'accord, la décision est tombée. Juge Bougma plutôt, quand on regarde de très près, on l'a dit, on pensait à une décrispation. Aujourd'hui, on maintient les sanctions malgré cette décision qui a été rendue par la Cour de justice de l'UEMOA. Beaucoup pensaient justement que ce sommet-là allait tenir compte de ce verdict-là et peut-être alléger les sanctions contre le Mali. Non, puisque le préfet a dicté les sanctions, donc les sous-préfets sont allés entériner. C'est tout. On ne pouvait pas avoir une autre lecture parce que Macron est fâché. Il a même dit qu'il va appeler Nana Akufo-Addo pour lui dire de faire ci, faire ça, faire ça. Donc, on s'attendait à ça. Mais on s'était dit qu'au moins parmi les chefs de l'État, il y en a qui allaient entendre raison. Notamment les voisins, nous sommes suspendus maintenant, sénégalais. Et le Sénégal, je pense qu'il allait être quand même réaliste. Les anglophones, c'est pas aussi évident pour eux. C'est entre vous francophones. Si vous voulez, c'est votre problème. Et puis, en termes d'intérêt, d'échange, c'est beaucoup plus entre francophones. C'est pas entre anglophones. Toutes ces choses-là ne sont pas également à négliger. L'autre aspect, c'est Bazoum. Donc, l'attitude également du Niger ne facilite pas les choses. Les pays qui auraient pu plaider en faveur du Mali, c'est le Burkina, le Niger, bon, la Mauritanie ayant claqué la porte. Et puis, voilà. Mais quel autre pays? Mais le Niger ne s'entend pas avec le Mali. Et ne cautionne pas une certaine façon de faire. Il n'y a qu'à regarder le tweet de Bazoum au décès de Boubaye Maïga pour s'en rendre compte. Il dit qu'il a été assassiné dans les mêmes conditions que Modibo Keïta. Quelqu'un qui est détenu pour des malversations liées à l'équipement militaire, liées à la question de l'achat de l'avion présidentiel qui a défrayé la chronique, vous le comparez à quelqu'un qui a créé une monnaie et qui a été renversé parce qu'il a commencé à dire non à une France. Et qui est décédé, qui a été effectivement empoisonné parce que Modibo Keïta, sa cote de popularité, même en détention, est en train de battre Moussa Traoré. Et de plus en plus, des gens avaient compris ce qui s'est passé derrière. Mais ce Bazoum a été sélectif. Et il a comparé les deux.
Et quand on suit les écrits par rapport à la gestion du Modibo Keïta sur les deniers publics, je ne pense pas qu'il ait pris suffisamment d'écart. Il ait pris et qu'il ait eu le même comportement avec des écarts comme ce qui a été donné de voir. Donc, cette comparaison m'avait plus ou moins dérangé. Une mort ne dépasse pas une mort, mais c'est normal, sélectif. Pendant ce temps, est-ce qu'il appelle sérieusement à la libération du président Kaboré? Parce que sur certaines questions, c'était pas ça. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, on a des dirigeants qui sont des hypocrites, qui ne sont pas très honnêtes sur certains dossiers, qui sont sélectifs dans les combats. La conséquence, c'est ce que nous avons ici. Donc, effectivement, l'on s'attendait à ce que les uns et les autres entendent les uns. Mais bon, pour le moment, c'est les maîtres du moment. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ici, voilà. Mais bon, je note quand même qu'il y a eu une amélioration de ce que la conférence a dit. Je pense qu'il y a un délai qui a été donné pour pouvoir, il demande au médiateur de retourner au Mali. Je ne sais pas si je vais retrouver la séquence, de retourner rapidement au Mali pour pouvoir sortir un chronogramme. Bon, et ils ont même donné un délai puis ça commence à courir, quoi. Bon, je pense quand même que il y a un minimum, mais de mon point de vue, il fallait lever les pieds quand même sur les sanctions économiques. Et c'est les chefs d'État qui ne respectent pas le droit, même chez eux. Pourquoi ils vont respecter un droit communautaire? Même chez eux, ils ne respectent pas le droit. Il faut le pied les droits les plus élémentaires du citoyen. Donc, ce n'est pas étonnant que les textes communautaires, ils s'en en foutent pas royalement. Donc ça, ce n'est pas aussi étonnant. D'accord. Alors, on a vu qu'à ce sommet-là, on en sait un peu plus sur ce qui attend la Guinée et le Burkina Faso. La CEDEAO qui décide de mettre la pression sur ces deux pays. Il y a même un ultimatum qui a été donné le 25 avril prochain pour présenter un calendrier acceptable. Alors, on est un peu sur le même chemin que le Mali quand on regarde aujourd'hui la façon dont les choses commencent. Oui, c'est clair. Mais je voulais revenir sur un petit point là que j'avais oublié avant de revenir sur le cas burkinabé aussi qui nous importe beaucoup. Regardez un peu comment est-ce que les travaux ont été ouverts par Nana Akufo-Addo. Vous avez vu, c'est quelqu'un qui a l'habitude des discours de 4 minutes avant qu'on commence et tout. Cette fois-ci, il a été short, hein. Il a été très short, c'est à peine 1 minute. Mais il a dit quoi? Il nous a traités, c'est-à-dire Burkina, Mali et Guinée, d'États, c'est-à-dire les États récalcitrants. Ça a été le terme qu'il a employé. Et que très rapidement, il faut prendre des décisions pour montrer la voie. Ça a été en gros ce qu'il avait dit. Donc, vous comprenez la posture. Et c'est pour ça que je disais, est-ce que le refus de Goïta de venir ne les a pas froissés? Ben, je ne pense pas que ce soit à ce niveau-là, dans la passion qu'on prenne des décisions de ce genre-là, d'autant qu'on sait que ça va engager des populations et ça va les impacter. Je dis le propos introductif de Nana Akufo-Addo en disait déjà long sur la posture dans laquelle se trouvaient les chefs d'État. Traiter d'États récalcitrants et pour lesquels il faut prendre des décisions pour montrer la voie à suivre, pour moi ça donnait déjà le là pour ce qui est des choses. Ceci dit, on a eu en définitive les décisions qui sont tombées. Parlant du Burkina, c'est vrai que quand on regarde jusqu'à maintenant, c'est normal, on a été suspendu des instances. Ça, c'est pour moi des décisions principales du fait qu'il y a eu un coup d'État et que ceux qui soient là ne soient pas venus après des élections. Et c'est ce que nous avons signé dans l'espace auquel nous appartenons, ce qui est logique. Et dès les premières heures, on nous a demandé de libérer l'ancien président Roch Kaboré. Et je pense qu'on est en train de partir crescendo. Ce qui a été comme une invite est devenu une injonction avec ultimatum, ce qui est logique. Maintenant, je pense aussi que c'est nos autorités qui se mettent elles-mêmes dans, je ne dirais pas dans de beaux draps, mais qui se mettent dans un inconfort. Aujourd'hui, vous le libérez, on dit bon, c'est la pression là qui a fait que vous l'avez libéré. Et si vous ne le faites pas, il y aura des sanctions qui seront ciblées sur notamment ceux qu'on a aujourd'hui qui gèrent notre transition. Ça, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Ils ont dit jeudi. Si jeudi c'est pas fait, ils vont constater. Et puis après, ils vont lancer des sanctions. Est-ce qu'on a besoin de ces sanctions? Et moi, ce que je mets dans la balance, c'est peut-être eux seuls qui peuvent nous dire quel danger pourrait représenter l'ancien président Roch Kaboré pour qu'il soit maintenu dans ces privations-là aujourd'hui. Ça aussi, c'est la question que je me pose. Pourquoi
s'accommoder, s'incommoder plutôt. Pourquoi s'incommoder d'un prisonnier aussi difficile à gérer à l'international, parce qu'on sait que ça va nous être demandé sa libération. Si il y a un fort potentiel de troubles possibles, je ne sais pas moi, émanant de son élargissement, je ne le vois pas. Donc du coup, quelque chose qu'on aurait pu régler depuis et qui pourrait peut-être nous permettre de donner au moins le visage, parce que jusqu'à présent, pour ce qui est du Burkina, on se rend compte qu'il n'y avait pas cette pression-là qui était donnée. On avait comme l'impression qu'il s'en tenait à la bonne foi que nous dégagions. Mais maintenant, il n'en est plus question. Et même sur la durée de la transition, parce qu'ils sont dans les crescendo, quand ils vont finir de régler l'affaire détention de l'ancien président Roch Kaboré, ils vont venir sur les 36 mois. La façon dont ils sont intransigeants avec le Mali, ils ont dit 1 an, 6 mois maximum. Je pense que c'est dans les mêmes délais là qu'ils vont venir avec nous. C'est pour ça, quand on est passé à ces questions de 3 ans, alors qu'il y avait le comité des 15 qui avait proposé 2 ans, 2 ans, j'ai dit même ça allait être peut-être difficile à faire passer, mais au moins 2 ans, ça peut se comprendre dans le contexte dans lequel nous sommes. Maintenant, 3 ans, bon, on a compris dans les guéguets et les bagarres que les gens faisaient, c'est que 3 années là, ça les arrangeait, puisque ça allait même pas être gratuit, ce pour lesquels ils se battaient. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on va venir encore discuter de la question de la durée de la transition. Maintenant, la grande question pour moi, c'est est-ce que nous allons pouvoir supporter le contre-coup des sanctions, si sanctions il y a? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans une situation où on a des militaires au pouvoir qui sont dans du tout politique, en train de faire accepter par la communauté internationale et faire alléger des sanctions pour ne pas qu'on sombre, alors que la réalité première, c'était le front et d'inverser la tendance sur le théâtre de nos opérations, parce qu'on est acculé et on est pris à la gorge par des terroristes. Voilà la réalité aujourd'hui à laquelle nous sommes. Il ne faudrait pas qu'on ait dans ce Burkina-là un débat qui ramène la question sécuritaire à un second plan. Voilà qu'aujourd'hui on est en train de discuter des histoires de libérer l'ancien président Roch Kaboré ou pas, et des sanctions qui peuvent arriver. Peut-être aujourd'hui on se dira, bon, les populations ne seront pas encore inquiétées parce que ça risque d'être des sanctions ciblées. Mais les sanctions ciblées, on sait aussi ce que ça vaut, puisque vous avez un gouvernement qui ne peut pas bouger, vous avez un président qui ne peut pas bouger, ça devient très complexe. Donc il y a des choses dont on peut se faire l'économie, et je pense qu'on n'a pas su manœuvrer, beaucoup de choses. Maintenant, c'est en train de, et ça, sachant qu'ils vont aller crescendo dans la pression qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, c'est sur la libération de l'ancien président Roch Kaboré. Bientôt, ils vont venir nous parler de la question de la durée de la transition. D'accord. Alors, pour le cas du Burkina et de la Guinée, on annonce très bientôt la désignation d'un médiateur, ou des médiateurs en tout cas pour les deux pays. La Guinée avait refusé. Pour le cas du Burkina, c'est aussi une fenêtre qu'on ouvre pour le dialogue. Oui, mais est-ce que les autorités vont accepter, ou je ne sais pas, puisque vous avez la liberté de récuser le médiateur. Le Mali avait fait renvoyer. Donc ici, est-ce que les autorités burkinabées accepteront, et sinon, quelles sont les capacités pour pouvoir tenir tête également à la CEDEAO? Donc, peut-être que ça va être le profil qui... parce que si vous pouvez, on a la liberté de récuser si le médiateur... Parce qu'un médiateur a vocation d'abord d'avoir un crédit de confiance vis-à-vis des différentes parties. Donc si sa confiance n'est pas au beau fixe, ça peut... Effectivement, le Burkina peut refuser. Maintenant, est-ce que ça va être accepté ou pas? Ça, vraiment, je ne sais pas. Mais c'est clair que quand elle commence à dire qu'elle est préoccupée par les 36 mois de notre transition, ça veut dire, comme Geoffroy l'a dit, qu'ils vont demander à revoir le délai. Les Mali, ils ont donné 12 mois, 16 mois, voilà, et avec des médiateurs. Maintenant, c'est certainement pour faire le dialogue, mais en réalité, ce médiateur-là, c'est le gendarme qui est là, qui suit tout à la lettre et qui rend compte. Donc, il y a toujours eu un représentant. La Guinée a refusé. Est-ce que finalement, elle va accepter en attendant de voir? Conclusion, on va ajouter quelque chose, mais vraiment à une poignée de secondes. Bernard disait quelque chose qui est très intéressant. Accepter ou pas accepter de rentrer dans des négociations sur des délais ou quoi que ce soit. Mais
les pays et ceux qui gèrent ces transitions-là, ils sont dans des conforts différents. Guinée, très différent du Mali. Regardez, dans la partie malienne, les contradictions ne sont pas très fortes. Chez nous, au Burkina, le capital sympathique, quoi qu'on dise, pour ceux qui ont plus le pouvoir, c'est effrité très vite. Quand vous voulez bander les muscles contre ceux du dehors, il faudrait compter sur ceux du dedans. Et donc, suivez mon regard, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre ce double bras de fer? Conclusion du dernier sommet de la CEDEAO sur la situation au Mali, au Burkina Faso et de la Guinée et le verdict de l'ARCOP sur l'affaire effondrement d'un bâtiment à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Voici les deux sujets qui étaient enrôlés pour cette convocation première de la semaine du tribunal de l'actualité. Messieurs les juges, merci pour les clés de lecture. Nous allons mettre un point final à la présente convocation et se donner rendez-vous demain pour la même mission. Jetez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.